Afrique Média, le monde, c'est nous. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec son Excellence Damantan Albert Camara, ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter de vous déplacer sur le plateau d'Afrique Média ici en Guinée dans le cadre de cet entretien. Merci de me recevoir et bonjour à tous ceux qui vous suivent. Alors, vous êtes à la tête de ce département ministériel, l'un des plus importants du gouvernement depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, entre maintien de la paix et bien sûr, maintien de l'ordre public, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir dans cette casuistique? La tâche est certes ardue, mais elle est exaltante et elle consiste à trouver le juste équilibre entre ce qu'il faut faire pour maintenir l'ordre public et faire de telle sorte que les Guinéens se sentent chaque jour un peu plus en sécurité et la préservation des libertés fondamentales qui parfois sont obligés de s'accommoder d'un certain nombre de transgressions qu'il faut savoir gérer. Alors ça veut dire que vous êtes dans votre élément en tout cas. Pas forcément, c'est vrai que j'ai une formation de juriste à la base, mais la gestion de l'État demande surtout la capacité à organiser les gens, à prendre en compte les intérêts fondamentaux et vitaux de la société et utiliser les ressources que le budget et la politique met à votre disposition pour gérer ce type de situation. Et grâce à l'aide des cadres que j'ai trouvés à ce département et au leadership du président Alpha Condé, je pense que pour le moment, nous arrivons à accomplir cette tâche. En tout cas, c'est ce que nous constatons tout le moins. Alors, la Guinée, un pays entouré de plusieurs pays, parmi lesquels certains comme le Mali qui font face à ce terrorisme transnational, comment le pays arrive-t-il à gérer cette situation? Déjà, nous aidons ce pays frère dans son propre territoire à gérer cette situation, à mieux sécuriser le Mali, à contenir cette menace terroriste. La Guinée a un bataillon qui, depuis le début, est posté à Kidal, la zone la plus sensible, où pratiquement personne ne veut aller, parce que nous avons des liens particuliers avec le Mali, mais aussi parce que tout simplement, c'est un pays frontalier et ce qui menace le Mali peut à terme menacer la Guinée. Et nous faisons très attention à cette menace djihadiste, fondamentaliste qui se développe dans cette partie de l'Afrique. Nous avons l'exemple également du Niger, du Tchad, du Cameroun, dans une moindre mesure, mais également du Nigeria. Et l'Afrique doit se sentir concernée par cette menace et c'est pour ça que la Guinée s'implique. Alors une Guinée qui vient aussi de boucler avec brio, va-t-on dire, des élections, de scrutin à double tranchant, va-t-on dire, puisque d'un côté il y avait ces voix qui s'élevaient pour dénoncer. En tout cas, l'élection a été historique, c'est un constat, mais l'aspect sécuritaire était aussi omniprésent. Comment vous avez fait? Nous avons très tôt été alertés, comme vous avez pu le constater, par des menaces qui pesaient sur ce scrutin. Je dois rappeler que la veille du scrutin, le samedi 21, une voiture piégée a été désamorcée de justesse dans une station, dans un quartier populaire de Conakry, le quartier de Dixine. Et c'était la confirmation de tout ce qui avait été annoncé auparavant. Et c'est assez regrettable que dans un pays comme la Guinée, avec des partenaires politiques dont tous louent les vertus de la démocratie, du respect de la Constitution, que certains Guinéens aient voulu empêcher que d'autres Guinéens s'expriment à travers la voie électorale. Nous avons en tout cas géré ces aspects-là avec le professionnalisme qui sied, avec l'appui de toutes les forces qui pouvaient être engagées dans le strict respect des textes, avec parfois l'aide de la population. Malheureusement, à certains endroits, nous avons été obligés de déplorer un certain nombre de violences, et notamment qui s'en sont suivies avec mort d'hommes. C'est dommage pour ceux qui se sont rendus coupables de cela. C'est dommage pour la Guinée, mais c'est surtout fondamentalement triste pour ceux qui ont occasionné cela, parce qu'ils se sont inscrits définitivement en dehors du droit, en dehors de la République. Quand vous dites à certains endroits, c'est où exactement? Notamment à Ratoma, une banlieue qui est réputée acquise à l'opposition et dont certains habitants ont cru bon de suivre le mot d'ordre qui a été lancé par l'opposition, le FNDC notamment, d'empêcher ce scrutin. Et c'est d'ailleurs l'occasion que vous me donnez de dire que je suis assez étonné que ceux qui ont observé ce scrutin ne fassent pas suffisamment cas de cette situation, parce qu'il faut la dénoncer, il faut que cela cesse, et que lorsque une opposition n'est pas d'accord avec ce qui se fait au pouvoir, qu'elle sache qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a des limites à observer. Je veux témoigner ici de ce qui a été dit quand même, l'avant-veille de ce scrutin, le 19 mars. Monsieur Sidya Touré, nous devons nous lever pour empêcher qu'il y ait des élections le 22
et faire en sorte qu'il n'y ait même pas de vote. Monsieur Cellou Dalein Diallo, mobilisons-nous pour l'en empêcher, empêchons la prise d'otage de notre démocratie. Ali Ouba, continuez la mobilisation pour le 21 et le 22 pour qu'il n'y ait aucune élection sur 1 mètre carré du territoire. Il faut s'opposer systématiquement à toute activité liée au processus électoral, y compris le déploiement du matériel électoral. Et ceci va en droite ligne de ce qui avait été déjà dit auparavant. Et là aussi, c'est intéressant et c'est important pour moi de rappeler. Ah oui. Depuis le 6 janvier, le FNDC a déclaré, à partir de maintenant, il n'y aura plus de marche pacifique. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il faut entrer en résistance, combattre sans état d'âme. Et le 29 février, ils ont déclaré, nous demandons le départ du professeur Alpha Condé, immédiat et sans condition. Quand la communauté internationale analyse notre scrutin et qu'elle omet ses appels clairs, plus qu'explicites, à la violence, à empêcher d'autres Guinéens d'exercer un droit, une liberté fondamentale, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. Vous pourrez témoigner, comme la plupart des journalistes et des observateurs de notre processus électoral, que dimanche dernier, des Guinéens ont quitté leur domicile, libres dans leur consentement, avec leur carte d'électeur, pour aller voter. Je ne peux pas comprendre qu'on les empêche d'accomplir cette liberté fondamentale. Ils n'étaient pas un, ils n'étaient pas deux, ils étaient des milliers, sinon des millions. Et on passe sous silence le fait que d'autres, des acteurs politiques, des gens qui sont appelés un jour à diriger ce pays, aient donné des consignes pour empêcher ces citoyens, que demain ils sont appelés à diriger, d'aller tout simplement voter, exprimer leur opinion. Ça me choque en tant que démocrate, en tant que juriste, en tant que politique, en tant que Guinéen, et je ne comprends pas que ça ne choque pas certaines personnes. Mais enfin, les faits sont là. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les Guinéens ont démontré par là même qu'on ne doit pas les soumettre à des défis. Les Guinéens, c'est ce peuple qui aime relever les défis. Vous leur dites, ne faites pas ça, ça fait des mois qu'on matraque les Guinéens. Boycotter, ensuite empêcher. On est allé jusqu'à dire que l'encre qui allait servir à prouver qu'on a voté serait infectée par le coronavirus. Malgré tout ça, malgré le fait que des gens sont venus tirer dans les bureaux de vote, vous avez des Guinéens qui sont restés, qui ont attendu qu'on remette les bureaux de vote, les urnes, pour venir voter. Je pense que ça devrait interpeller tous ceux qui leur ont demandé de ne pas venir. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain à ces millions de Guinéens qui sont allés voter, sachant qu'à un moment donné, ils leur ont empêché d'exercer le droit le plus fondamental qu'un peuple peut avoir dans une démocratie? Ça devrait amener à réfléchir. En tout cas, si ce qu'ils cherchent, c'est le pouvoir et diriger ces mêmes Guinéens demain, si c'est ce qu'ils cherchent. Certains pays amis, je mets ça entre guillemets, n'ont pas reconnu le caractère démocratique de ce scrutin. Comment vous appréciez cela? Ce qui est presque trivial et même ubuesque, c'est que dans le même temps, ils nous disent qu'il aurait fallu que l'opposition participe. Alors, faisant cela, je me dis, oui, à quelles conditions l'opposition aurait participé? Parce qu'on semble oublier que la condition de participation de l'opposition à ce scrutin, c'était non seulement la gestion du fichier électoral, donc nettoyer ces 2 400 000, mais également mettre en place tous les maires suite aux élections communales, que le président se prononce officiellement sur et renonce au projet de nouvelle constitution, mais aussi et surtout le départ du président de la CENI en violation de toutes les règles constitutionnelles et de l'indépendance de cette institution. Si c'est pour ceux qui ont fait ces déclarations, est crédible et est démocratique, je me pose la question de savoir où est-ce qu'on place le curseur sur le respect de la constitutionnalité, le respect d'un État, le respect d'un pays. À quel moment on viole la Constitution? Est-ce que c'est au moment où un président demande l'autorisation de l'Assemblée nationale, l'aval du Conseil constitutionnel pour convoquer un référendum et mettre en place une assemblée parce que celle qu'il a est déjà passée en date depuis plusieurs mois, ou est-ce que c'est quand on demande à ce qu'un président d'une institution, en fait, où est-ce qu'on demande de violer la Constitution pour satisfaire une partie de l'opposition qui ne se sent pas à l'aise avec un processus électoral? Je suis désolé, mais moi je ne vois pas où est la règle démocratique en la matière. En ce qui concerne la Guinée, nous avons eu la réponse. Des Guinéens sont allés voter, ça veut dire qu'ils ont validé et le processus et le résultat qui en sortira. Alors, vous avez cité tout à l'heure certains leaders de l'opposition et quelques-uns notamment de la société civile, à travers ce qu'ils ont dit, qui a un caractère violent, il faut bien le reconnaître quand on écoute cela,
quelle sera aujourd'hui la démarche à suivre? La loi, nous l'avons dit, s'appliquera dans toute sa rigueur. Nous avons aujourd'hui commencé des investigations. Nous avons identifié un certain nombre de personnes et les enquêtes sont en cours pour voir les responsabilités en la matière. Nous avons commencé par nous-mêmes. Il y a eu une dame qui est morte dans un quartier de Conakry, en Soumania. Elle a été, en tout cas, beaucoup d'éléments et d'indices et de témoignages tendent à le démontrer. Elle a été tuée par un élève gendarme, en tout cas qui s'est présenté comme tel. Il a été interpellé, puisque le dispositif de sécurisation des élections devait se faire sans armes. Il faut qu'on comprenne pourquoi, à cet instant précis et à cet endroit particulier, ce jeune a fait usage de son arme jusqu'à ce qu'il y ait mort d'une citoyenne guinéenne. Pour le reste, nous allons également savoir, et chercher à savoir, tous ces jeunes qui ont été pris avec ces armes, où ils se les ont procurés, dans quel dessein ils sont venus et qui les a envoyés empêcher d'autres Guinéens d'exercer leur droit de vote. Tout ceci dans la plus grande transparence et dans le respect des procédures. Justement, parlant de ces armes, puisque la presse en a fait écho, je veux dire une certaine presse républicaine, si je puis le dire ainsi, mais est-ce qu'on a déjà des informations sur la provenance de ces armes, monsieur le ministre? Alors, certes, pour certaines, pour d'autres, je me garderai de rentrer dans la procédure, vu le caractère confidentiel du secret de l'instruction, et je n'aimerais pas être en porte-à-faux avec le procureur de la République, mais nous savons en tout cas qu'il y a un certain nombre de commanditaires. Nous avons des armes, nous savons à qui elles étaient destinées, nous savons déjà à qui elles appartenaient. Oui. On voit qu'elles ont déjà servi, certains ont été pris sur les faits en flagrant délit en train de tirer. Donc ce sont un faisceau d'informations qui vont nous permettre d'en savoir plus sur ce qui s'est passé ce 22 et quels sont les responsables. Alors là, on va dire aujourd'hui, les élections sont passées déjà. Est-ce que c'est mission accomplie quand on sait quand même que dans la région forestière, notamment du côté de Nzérékoré, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des bruits de bottes, monsieur le ministre. La presse de la sous-région parle d'une rébellion en gestation. Alors, là aussi, je veux faire la part des choses. Nous avons comptabilisé un mort à Nzérékoré le jour de l'élection, dans des circonstances qui tendent clairement à démontrer que ce n'était pas lié au processus électoral. Une personne âgée, devant sa boutique, reçoit une balle. Le soir, on a appris qu'elle est décédée. Mais la rapidité avec laquelle cet incident a été récupéré pour organiser des représailles, des contre-représailles, a démontré rapidement qu'il y avait une tentative de récupération politique pour tenter d'instrumentaliser cet incident, communautariser le conflit et essayer de le lier à l'élection. Ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a un certain nombre d'individus qui ont été interpellés avec des armes. C'est deux événements distincts. Ça n'a rien à voir. Oui. Cette zone, il faut que les frères africains qui suivent cette émission le sachent, est une zone qui a une tradition de conflit. Il y a des communautés qui, malheureusement, ont été très souvent instrumentalisées au profit d'intérêts politiques. Ça a commencé depuis très longtemps, ça s'est cristallisé en 91, il y a eu des relents en 2013 et ainsi de suite. Et donc, c'est très facile d'attiser le feu et surtout de le préparer à l'avance et d'essayer de monter les communautés les unes contre les autres. Donc, dans ce concert d'événements spécifiques à cette zone-là, nous essayons de faire la part des choses entre ceux qui relèvent de la manipulation politique, ce qui est tenté d'être récupéré pour en faire une rébellion ou une tentative de rébellion. Et très vite, nous allons identifier les auteurs, si ce n'est pas déjà le cas. De toute manière, cette zone est aujourd'hui sécurisée. Il n'est pas question que la Guinée accepte qu'une quelconque rébellion ou un quelconque mouvement vienne déstabiliser notre pays. Monsieur le ministre, qui gagnerait à voir la Guinée déstabilisée? Alors, je peux vous répondre dans le sens inverse, déjà en disant que ce n'est pas le gouvernement. Déjà, nous n'avions aucun intérêt à ce qu'il y ait des violences le jour des élections. Donc, effectivement, la question qu'il faut se poser, à qui profite le crime? À qui profitent les violences? Qui avait un intérêt à ce que le 22 mars, les élections soient troublées par des violences? Qui a un intérêt à ce qu'il y ait une rébellion à Nzérékoré? Ça peut être tout le monde, mais il est clair, il est évident, il est incontestable que ce ne peut pas être le gouvernement. Donc, à partir de là, les conclusions peuvent commencer à être tirées et les recherches doivent pouvoir être orientées. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire sans risque de se tromper que le but est de faire partir le président Alpha Condé même avant la fin de son mandat? C'est clair, je vous ai lu une déclaration du FNDC, il y en a plein d'autres que je me garderai de citer ici, les Guinéens le connaissent. Ceux qui parlent de la Guinée très souvent sont beaucoup trop loin de ce pays ou font semblant d'en ignorer les ressorts. Nous les connaissons.
Et nous savons ce qui se passe. Et les Guinéens le savent. Je dis encore une fois, la preuve éloquente, c'est cette masse de Guinéens qui, malgré toutes les menaces, même dans les zones qui sont réputées défavorables au gouvernement, sont allés voter et exprimer. Et je suis convaincu que les résultats des élections prouveront cette adhésion massive à ce projet de nouvelle République qui est en train d'être mis en place. Pour le reste, la Guinée va suivre son chemin. Nous avons des partenaires que nous respectons leur avis, mais nous constatons que plus les gens sont près de la Guinée, plus ils sont au courant des réalités. Quand vous regardez le contenu des communiqués, justement, celui de la CEDEAO est clair. Ils prennent acte de l'élection. Ils condamnent les violences et ils demandent qu'il y ait un dialogue. Voici quelque chose de constructif. Nous apprécions, chacun à sa valeur, les communiqués qui ont été faits par d'autres, la vision qu'ils en ont fait, même si nous sommes étonnés que certains aient pris la liberté de juger nos élections alors qu'ils ne les ont pas organisées et qu'ils ne les ont pas observées, ce qui veut dire qu'ils sont partis de constats faits par des ONG et une société civile, une certaine société civile nationale, dont tout le monde sait qu'elle est totalement politisée. La preuve, le FNDC. Donc, cela ne nous émeut pas, ça nous interpelle parce que nous souhaitons garder de bons rapports avec tous nos partenaires et nous pensons que nous allons conserver ces bons rapports-là. Mais nous allons continuer à poursuivre et à construire notre démocratie, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas que la Guinée s'inscrive définitivement dans une république en dehors de tout ce qui est transition, en dehors de tout ce qui est coup d'État et manipulation de l'opinion. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce que le lien peut être établi entre ce qui s'est passé le vendredi dans le camp Yahya Alpha et ce qui se passe en Zéry-Kori? Je pense, mais je ne peux pas en dire plus. D'accord, monsieur le ministre. Alors, nous quittons cette page-là, puisque nous entamons déjà la dernière ligne droite, avec un regard un peu rétrospectif. Quel bilan vous faites de l'aspect sécuritaire de votre pays depuis l'arrivée aux affaires du professeur Alpha Condé? Nous avons déjà entamé et poursuivi avec succès un très grand programme de réforme du secteur de la sécurité. Je disais à une journaliste qui me demandait pourquoi est-ce que l'armée avait été impliquée. Je disais, madame, réveillez-vous, l'armée n'a pas été impliquée dans l'élection, elle est venue pour emploi, aider l'UCEL sous commandement de l'UCEL, donc hors commandement de l'armée, et juste pour une question de logistique. Avant, c'était différent. Avant, c'était l'armée qui maintenait l'ordre en Guinée. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au pont du 8 novembre en janvier-février 2007. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine, nous avons une gendarmerie et une police qui s'attellent à leur tâche de maintien de l'ordre, soit en race campagne, soit dans la ville, en respectant un maximum de normes. Bien entendu, on ne peut pas nous demander d'être parfait. Aujourd'hui, je l'expliquais également à certains observateurs, on demande à la Guinée d'être encore plus républicaine, encore plus regardante sur un certain nombre de critères que des pays occidentaux. On nous reproche souvent des violences pendant les manifestations. J'ai rappelé à certains que lors de la dernière crise des Gilets jaunes en France, vous avez eu plus de 483 cas de violences policières, 21 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 53 journalistes brutalisés, des mineurs, au moins 16 qui ont été violentés. On n'a pas entendu partout les gens crier. On a vu lors de la crise des Gilets jaunes, l'armée sécuriser les édifices publics en France, le pays de la démocratie, le pays par essence du respect des droits de l'homme. Personne n'en a fait cas. Et nous, parce qu'on a vu 2 ou 3 camions militaires transporter des urnes pour les sécuriser, on se met à parler de crise démocratique, de recul démocratique. On n'en a pas parlé quand il s'agissait de la France et d'autres pays. Je trouve qu'à un moment donné, il faut respecter ce que nous faisons, les efforts que nous avons consentis, et reconnaître au président d'avoir eu le courage, alors qu'il venait à peine d'arriver, de mettre 4000 militaires à la retraite. Tout le monde lui a dit que c'était suicidaire. Il a dit que c'est le prix à payer pour que nous ayons des forces de défense et de sécurité républicaines et qu'on montre que nous sommes engagés dans la réforme de ce secteur-là. Il l'a fait et aujourd'hui la Guinée est citée en exemple dans toute l'Afrique pour le succès de sa réforme du secteur de la sécurité. C'est peut-être cette image qui me permet de résumer un peu ce que j'aurais pu dire sur le secteur de la sécurité, mais elle est significative de la volonté que nous avons de faire des forces de défense et de sécurité, des forces au service de notre démocratie et des moyens que nous avons déployés pour y arriver. Alors, l'actualité, et certainement par là nous allons sortir, il s'agit de cette pandémie du Covid-19. Hier, on a suivi à la télévision nationale, le président s'est adressé à son peuple et il y avait une batterie de mesures qui avaient été mises en place et entrées en vigueur dès minuit. Quel sera le rôle du ministère de la Sécurité pour que tout cela soit respecté? Déjà le faire
respecter, en espérant que nous aurions à intervenir le moins possible, parce que les Guinéens comprendront et vont s'approprier cet état d'urgence. Changer les habitudes, c'est très difficile. Aujourd'hui, vous avez des milliers de fidèles musulmans qui ne pourront pas prier dans les mosquées. Oui. Il faut faire passer ce message-là. Et donc, voilà un peu le défi auquel nous sommes confrontés. Avant ça, nous allons travailler de concert avec le ministère de la Communication pour qu'un maximum de sensibilisation soit faite, notamment dans les langues nationales, oui, pour que les Guinéens comprennent le sérieux de la situation, les dangers que nous courons et la nécessité d'avoir des actes patriotiques. Mais là encore, malheureusement, nous assistons depuis l'annonce du président à des récupérations politiques, certes, qui ne m'étonnent pas outre mesure. Quand, lorsque nous avons eu la crise Ebola, l'opposition guinéenne a continué à faire des marches de protestation, malgré tous les dangers que cela représentait pour notre pays, et aller dire dans certains hameaux que Ebola avait été importé par le président, comment s'étonner que même pour le coronavirus, ils essaient de faire une récupération politique en essayant de saboter le plan qui est mis en place pour contenir cette pandémie. J'espère que la raison va l'emporter et que rapidement, on va gérer cette histoire de coronavirus comme nous allons gérer l'après-élection législative et le scrutin, parce qu'il y a une présidentielle qui arrive et parce qu'il faut que nos adversaires arrêtent de priver leurs militants du droit de participer et de contribuer à notre démocratie. Un dernier mot pour vos concitoyens. Ils sont très nombreux, de plus en plus nombreux à suivre Afrique Média à la télévision panafricaine. Moi, je crois que les Guinéens doivent pouvoir, à un moment donné, regarder la réalité en face et comprendre que nous sommes divers, nous sommes variés, mais nous sommes Guinéens. Et que les opinions des uns ne doivent pas prévaloir sur les opinions des autres. Mais qu'en démocratie, il y a une règle qui est très simple. Je supporte un candidat, je suis prêt à mourir pour lui, je connais par cœur son programme, je suis prêt à donner ma fortune pour lui. Et en face de moi, j'ai un autre Guinéen qui est juste prêt à voter pour son candidat. Il n'est pas prêt à sacrifier quoi que ce soit. Ma voix et la voix de ces Guinéens sont d'égale valeur. Lorsque nous allons mettre notre bulletin dans l'urne, nous aurons chacun une voix et pas plus. Et c'est ça les règles démocratiques. Ce n'est pas parce que je crie plus fort que vous que mon candidat a plus le droit que le vôtre d'arriver au pouvoir. C'est tout simplement parce que j'ai le courage d'aller voter, d'exprimer mon opinion. Et vous devez respecter cette opinion, sinon vous n'êtes pas démocrate. Merci bien. Merci à vous également, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté cet entretien. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, seule la Guinée est plus importante, seule la Guinée est importante. Les votes se valent, le cri de l'un ne vaut pas plus que celui de l'autre. C'est le message que nous retenons du ministre Damantan Albert Camara, ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile. On se retrouve très bientôt. Afrique Média, le monde, c'est nous.